au micro si jamais il y a des bruits résiduels autour de vous, pour qu'on puisse bien entendre Romane. Merci Romane. Bonjour à tous, donc merci de prendre le temps de venir nous écouter. Je suis ravie de vous présenter mes travaux. Donc, je suis en troisième année, dirigée par Anne Mion à l'Université de Montpellier et puis Magali Aubert à l'INRA à Moïsa. Malheureusement, je ne vais pas parler d'Italie aujourd'hui parce que la thèse a un peu évolué et enfin est encore en train d'évoluer et le terrain est uniquement français finalement. Mais du coup, ce que j'essaie de regarder à travers la thèse, c'est la manière dont les agriculteurs se saisissent du numérique dans le cadre de leurs activités commerciales et de voir si ces outils numériques les aident à reprendre du contrôle sur leurs ventes et sur leurs relations avec leurs clients. Donc déjà en termes de contexte, pour bien enfin, pour rappeler pourquoi est-ce que c'est important pour les agriculteurs de reprendre du contrôle sur cet environnement de vente. Déjà, comme enfin, vous n'êtes pas sans le savoir qu'il y a énormément d'incertitudes au niveau des ventes pour les agriculteurs. Déjà au niveau des prix qu'ils vont réussir à obtenir, au niveau des volumes qu'ils vont réussir à vendre. Donc ça se traduit par des revenus très instables et souvent relativement faibles. Et aussi, les filières alimentaires, elles sont marquées par des rapports de force qui sont très déséquilibrés entre les agriculteurs et les acteurs de l'aval des filières, même si ces dernières années, on observe plusieurs tentatives pour inverser ces rapports de force, notamment au niveau institutionnel avec les différentes lois EGalim. Et en parallèle de ce contexte qui est assez incertain pour les agriculteurs, ils doivent faire face à de nombreuses attentes sociétales assez nouvelles, notamment en termes de qualité des produits, où on demande aujourd'hui de plus en plus de qualité au niveau des certifications, au niveau des engagements en bien-être animal et de production, et également de plus en plus de transparence sur les modes de production et sur la traçabilité des aliments vendus. Pour beaucoup de producteurs, le fait de vendre leur production en direct est vu comme une solution face à cet environnement qui est assez instable, mais il faut quand même garder en tête que ça demande de nombreux investissements, notamment en termes de temps et de compétences, et qu'aujourd'hui, avec l'inflation, on a quand même une baisse de dynamisme dans ces circuits de vente directe également. Et donc, le numérique, comment est-ce qu'il intervient dans tout ça? Eh bien, comme vous le savez, il y a une digitalisation qui est croissante sur les exploitations agricoles, et donc notamment au niveau des activités de production, au niveau de la gestion administrative enfin, de l'exploitation, mais également au niveau des activités de vente des produits issus de l'exploitation. Et d'après la littérature, il pourrait y avoir beaucoup d'atouts à utiliser le numérique dans le cadre de la vente des produits agricoles. Déjà parce que ça pourrait permettre aux agriculteurs de gagner du temps sur leurs tâches commerciales. Également, à la fois d'avoir davantage d'informations sur les marchés et aussi d'émettre plus d'informations pour répondre à tous les réglementations en termes de traçabilité et de transparence. Également pour certains producteurs, accéder à de nouveaux marchés, par exemple le e-commerce, pour pouvoir potentiellement mieux valoriser leur production, ajouter une proximité un peu nouvelle avec les consommateurs, les clients, en pouvant interagir davantage. Et du coup, tout ça en pouvant provoquer potentiellement une valorisation plus importante de leur production. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a assez peu de recherches scientifiques qui se concentrent vraiment sur la, la mesure des effets réels de l'utilisation de ces outils pour les agriculteurs. Et en fait, les recherches qui s'y intéressent, elles vont surtout se concentrer sur ce qu'on va appeler les hard technologies. Donc, ça va être typiquement l'usage de la blockchain, l'usage du big data, par exemple. Donc, il y a eu notamment la thèse d'Isée Comandré qui a été soutenue, enfin, qui était doctorante digitale, qui a été soutenue l'année dernière à propos de la blockchain. Et aussi, les études qui s'intéressent à des outils un peu plus simples, elles portent souvent sur des contextes en Afrique ou en Asie, qui sont assez différents, bien entendu, du contexte occidental dans lequel on se trouve. Et du coup, l'objectif de la thèse, c'est de répondre à deux questions. Donc, d'abord, dans un premier temps, d'essayer de comprendre quels sont les outils que les agriculteurs français ils vont utiliser dans le cadre de leur vente et comment est-ce qu'ils s'en servent dans le cadre de leur stratégie, la stratégie commerciale qu'ils mettent en place. Et également d'essayer de comprendre si ces outils ils peuvent effectivement aider les producteurs face à tous les enjeux auxquels ils sont confrontés dans le cadre de leur commercialisation.
Du coup, ma thèse, j'ai oublié de le préciser au début, mais elle se situe en sciences de gestion. Donc là, pour cette présentation, j'ai décidé de ne pas trop rentrer dans les détails théoriques pour pas forcer, enfin, pour que ça puisse parler un petit peu à tout le monde. Et je vais surtout vous présenter la méthodologie pour répondre à ces questionnements et les résultats que j'ai pour l'instant. Donc, en termes de méthode, j'ai choisi de m'intéresser aux maraîchers, donc au secteur du maraîchage, pour plusieurs raisons. Déjà, ce qui est intéressant au sein de ce secteur, c'est que même si on produit des produits qui sont comparables, les légumes, il y a des stratégies commerciales et productives qui sont très différentes d'une exploitation à une autre. Par exemple, on peut aller du petit producteur sur à peine 1 hectare qui va produire des légumes, des variétés de légumes très importantes, qui va tout vendre en vente directe jusqu'à des producteurs qui vont se spécialiser, par exemple, dans la tomate sur 10 hectares et vendre à travers des circuits lents, avec entre ces deux extrêmes tout un tas de stratégies de vente et de production diverses et variées. Donc, c'était assez intéressant par rapport à notre questionnement. Et après, aussi, ce qui est intéressant sur les légumes, c'est qu'ils sont marqués par une forte périssabilité, une saisonnalité aussi, et une diversité dans les produits qui sont à vendre par l'agriculteur. Et donc, c'est tout un tas de facteurs qui vont complexifier le processus de vente et qui se prêtent du coup à l'utilisation de tout un tas d'outils numériques pour gérer cette diversité et cette variabilité. Et aujourd'hui aussi, ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même assez peu d'études qui se sont intéressées au secteur du maraîchage dans le cadre du numérique. Euh, Par rapport, enfin, si on compare par exemple avec des secteurs de production comme les grandes cultures, l'élevage ou la viticulture. Ensuite, en termes méthodologiques, donc moi, pour bien resituer quel numérique j'étudie, qu'est-ce que je mets derrière ce terme numérique dans la thèse, donc je m'intéresse à des outils qui vont être utilisés par les agriculteurs eux-mêmes et pas mis en place, par exemple, par les acteurs des filières. Donc, c'est vraiment voilà, ce que les agriculteurs mobilisent eux au quotidien dans leurs tâches liées à la vente. Et du coup, ça va très souvent passer par ce qu'on va appeler des stocks numériques et technologies d'information et de communication. Donc, on va retrouver tout ce qui va être usage de réseaux sociaux, système de mailing, des sites internet, également des logiciels de traçabilité ou des intranets. Et en fait, dans la thèse, ce que j'essaye de faire, c'est de considérer ces outils non pas un par un, mais plutôt de les distinguer selon les fonctions qu'ils peuvent servir. Donc, en particulier, est-ce qu'ils servent à organiser les ventes, à partager des informations avec les clients dans les filières longues? Est-ce qu'ils servent de support marketing et de communication? Ou est-ce qu'ils servent à faire du e-commerce? Donc, au niveau de la collecte des données, j'ai trois grands terrains différents. Donc, le premier, c'est des enquêtes quantitatives qui ont été menées en 2022 et en 2023 auprès de maraîchers dans le sud-est de la France. Et donc, l'objectif de ces enquêtes, c'était déjà, dans un premier temps, de nous permettre d'identifier quels étaient les outils utilisés par les agriculteurs pour quelles fonctions, et du coup, distinguer différents profils d'usage du numérique. Et après, de tester les relations entre ces différents usages du numérique et la capacité des producteurs à contrôler leur environnement de vente, donc leur prix, les volumes qu'ils vendent, et aussi la nature de la relation qu'ils entretiennent avec leurs clients. Dans un second temps, j'ai réalisé une phase d'enquête, cette fois-ci qualitative, que je viens de terminer là, la semaine dernière, auprès de 19 maraîchers qui ont des profils d'usage du numérique assez variés. Et l'objectif, c'était de comprendre un peu plus leur motivation à utiliser ou pas les différents outils numériques et aussi recueillir leur perception sur les différents avantages, inconvénients de ces outils, et voilà, de comprendre un petit peu leur historique vis-à-vis de ces outils-là. Et après, il y a une dernière enquête, elle, qui a été effectuée un peu en amont en 2021, qui a été menée non pas auprès des agriculteurs, mais auprès des plateformes de vente en ligne. J'y reviendrai à la fin. On a eu une centaine de participants à l'échelle de la France. Et le but, c'était de comprendre la relation que ces plateformes elles entretiennent avec les producteurs et la manière dont elles mettent en lien producteurs et clients des plateformes. Donc, pour vous donner quelques résultats, déjà au niveau des usages qui sont des usages que font les agriculteurs du numérique. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils diffèrent entre les producteurs qui ont une stratégie plutôt orientée vente directe, donc VD dans le tableau, de ceux qui ont une stratégie plutôt orientée vente indirecte.
Donc là, pour distinguer ces deux stratégies-là, vente directe, c'est que la majorité du chiffre d'affaires est faite à travers la vente sur des marchés, marchés de producteurs, vente à la ferme, etc. Vente indirecte, c'est à travers des canaux où il y a au moins un intermédiaire avant le consommateur final. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que, par exemple, les outils de communication et de marketing sont quand même plus utilisés par les producteurs en vente directe. Ceux pour transmettre des informations dans la filière, plus utilisés, bien entendu, en vente indirecte. Et que par contre, on peut voir que dans les deux cas, on a un usage qui est assez faible du e-commerce. Il n'y a pas beaucoup de producteurs qui se saisissent aujourd'hui de ces outils. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est de noter qu'il y a quand même un peu plus de producteurs en vente en direct qui n'utilisent aucun outil numérique dans le cadre de leur commercialisation. Et c'est moins le cas pour ceux en vente directe. Donc, en sachant que là, dans le tableau que vous voyez, je considère, il n'y a pas pris en compte l'usage juste de mail, par exemple, parce que pour le coup, ça, pratiquement tous les producteurs que j'ai interrogés utilisent les mails parfois pour échanger avec des clients. Mais moi, pour que je le considère dans les usages du numérique, il fallait quand même qu'il y ait un, comment dire, par exemple, on va utiliser un logiciel de mailing pour envoyer des mail lists ou alors on fait communiquer les mails avec des logiciels pour prendre des commandes, etc. Parce qu'en fait, l'usage du mail, il est quasiment généralisé à tous les agriculteurs. Pareil pour les SMS. Ce qui est aussi intéressant sur les usages du numérique, c'est qu'on a demandé dans notre questionnaire aux producteurs s'ils considéraient que leur utilisation de ces outils, elle était complètement choisie de leur part, ou bien si elle était un petit peu subie. Donc, on a fait ça avec des échelles sur cinq niveaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a un peu plus de la moitié qui nous déclare que c'est complètement choisi, mais on a quand même un quart qui considère que c'est subi, donc qui ont utilisé ces outils, soit parce que c'est des clients qui l'ont demandé, soit parce qu'ils se sont un peu auto-convaincus qu'aujourd'hui, il fallait se numériser et utiliser différents outils numériques pour pouvoir continuer leur activité. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que ceux qui le choisissent, ils sont plutôt assez jeunes, plus formés aussi, ils ont des surfaces plus importantes. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'ils ont souvent plus de main-d'œuvre permanente, donc c'est-à-dire d'autres personnes sur l'exploitation qui peuvent potentiellement les aider soit à gérer ces outils, soit le plus souvent les remplacer, par exemple au champ ou à d'autres activités quand les producteurs, les chefs d'exploitation doivent passer du temps à gérer ces outils informatiques et aussi qui ont des meilleurs accès au crédit. Ensuite, au niveau des résultats, donc là, en fait, je vous mixe un petit peu les résultats à la fois quantitatifs et qualitatifs. Je vais essayer de vous dire à chaque fois qu'est-ce qui est issu des questionnaires quantitatifs et qu'est-ce qui est issu des entretiens. Mais c'est pour que vous puissiez avoir une vision un petit peu globale. Donc déjà, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y avait des effets de l'usage du numérique sur l'incertitude, qu'elle soit liée au prix de vente ou au volume de vente. Déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce soit en vente directe ou en vente indirecte, les producteurs qui vont utiliser le numérique, notamment pour consulter les prix en ligne des annuaires de différents organismes, par exemple bio ou alors les mercuriales, etc., ils ont une meilleure connaissance des prix du marché, ce qui paraît assez logique, que ceux qui ne vont pas utiliser ces outils. Et du coup, ça leur permet de mieux connaître les prix auxquels ils doivent vendre leurs produits et d'avoir plus d'éléments d'argumentation pour négocier. Ce qui est intéressant, surtout au niveau de la vente directe, c'est que les producteurs qui vont utiliser le numérique pour organiser leur vente, ils vont avoir plus de facilité à mettre en place des systèmes de commande. Donc, c'est un petit peu sous le même principe que les systèmes AMAP, sauf que en fait, ce n'est pas des engagements, par exemple, sur un an. Ça va plutôt être voilà, des producteurs qui vont contacter leurs clients toutes les semaines en leur disant on a des paniers à proposer, soit des paniers qui sont déjà faits, soit même parfois, il y a des producteurs qui proposent de faire des paniers un peu composés. Et donc ça réduit énormément l'incertitude pour les producteurs parce qu'ils vont pouvoir récolter uniquement les produits qu'ils ont déjà vendus. Donc pour eux, c'est vraiment très intéressant. Et ce qui ressort de mes entretiens qualitatifs, c'est que globalement, ce genre de système, si on n'a pas un logiciel pour prendre les commandes et gérer un petit peu voilà, tous les différents paniers, ça devient très très compliqué au-delà de 40 clients, ce qui n'est pas beaucoup même pour un petit producteur. Parce qu'autrement, ceux qui ont moins de clients que ça, ils fonctionnent par exemple avec des SMS ou des groupes WhatsApp, mais globalement, c'est assez compliqué pour eux. Par contre, ce que j'ai aussi pu constater à travers les entretiens qualitatifs, c'est que les producteurs qui utilisent ce genre de système de commande,
ils se voient créer une forme de dépendance et aussi de nombreuses incertitudes liées à l'usage de ces outils, parce que c'est des outils qui vont très souvent être enfin, qui vont avoir beaucoup de bugs. Donc, par exemple, bah, le site internet ne fonctionne pas ou est en maintenance le jour où les clients vont faire leur commande au producteur, ou bien les mails de relance pour rappeler qu'il y a la commande qui commence ce jour-là, etc., arrivent dans les spams. Et en fait, il y a pas mal de producteurs qui m'ont dit avoir perdu des clients à cause de ce genre de phénomène. Donc, et ils se sentent pas non plus d'aller utiliser d'autres outils parce eux, ils se sont adaptés à cet outil-là, ses clients, leurs clients aussi, et du coup, ils ne se sentent pas de changer d'outil, même s'il y a tout un tas de bugs. Et par contre, du côté de la vente indirecte, au niveau de l'incertitude, on n'a pas d'effet sur les volumes vendus, mais par contre, globalement, les producteurs qui utilisent le numérique pour suivre leurs commandes et organiser leurs ventes, ils arrivent à avoir un suivi des prix qui est beaucoup plus précis que les autres. Et en fait, c'est assez important pour eux parce que donc c'est des producteurs en vente indirecte qui vont souvent faire des ventes tous les jours sur des volumes assez importants. Et c'est parfois difficile en fait de suivre tous les prix et de pouvoir après, chaque semaine, chaque mois, faire leur compte et savoir où ils en sont. Donc ça, le numérique les aide pas mal là-dessus. Après, ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'il y a des effets que j'ai pu noter sur la relation avec les clients. Donc, au niveau de la vente directe, il y a tout un tas de producteurs qui vont utiliser des outils, notamment les réseaux sociaux, mais aussi parfois des mails, des sites internet, à vocation publicitaire. Donc, on va faire par exemple un post Facebook en disant, regardez, mes tomates arrivent, elles sont belles, elles sont bonnes, etc., avec des photos. Voilà, le but, c'est vraiment d'attirer des clients. Et globalement, d'après mes enquêtes qualitatives, ça fonctionne. Il y a bien des clients qui sont attirés par ce type de publication. Le problème, c'est que la clientèle qui est attirée de cette manière-là, elle est souvent non régulière et aussi elle ne va pas forcément correspondre à la philosophie de l'agriculteur. Donc du coup, ils ont du mal à garder et fidéliser ces clientèles qui arrivent par le biais de publications sur les réseaux sociaux. Et aussi pour que cette technique soit efficace, il y a besoin que les publications des agriculteurs soient repartagées, soit par la mairie, soit par le département, soit par des groupes locaux parce qu'en fait, les publications seules des agriculteurs, même ils font, par exemple, une publication chaque jour, bien, en fait, ça ne suffit pas pour avoir un effet réel. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des producteurs qui utilisent les réseaux sociaux ou les mails d'une autre manière. Donc là, en fait, ils l'utilisent pour vraiment communiquer sur leurs pratiques, expliquer pourquoi est-ce qu'ils font ça à tel moment, quelles sont leurs contraintes, etc. Et là, vraiment, il y a un effet qui est assez positif parce que du coup, ils s'adressent à leur clientèle déjà actuelle. Et en fait, ça leur permet d'avoir des clients qui vont être plus compréhensifs face à leurs problèmes et aussi qui vont en fait bah, peut-être être davantage fidélisés parce que les producteurs vont se démarquer des autres avec ces processus-là. Au niveau de la vente indirecte, ce qu'on a pu voir avec les résultats quantitatifs cette fois, c'est que les producteurs qui utilisaient des logiciels de traçabilité ou des sites intranet pour prendre des commandes avec avec leurs clients, ben, ils déclaraient avoir moins de confiance envers leurs clients et aussi être dans des situations où ils avaient moins de pouvoir de négociation. Donc ça nous a un peu posé question, on a voulu essayer de comprendre pourquoi est-ce que l'usage de ces outils était associé à des relations du coup assez négatives avec leurs clients. Et ce qu'on a pu voir, c'est que finalement, eh bien, en fait, les producteurs qui utilisent ces outils, donc ça c'est grâce aux enquêtes qualitatives qu'on a pu l'expliquer, ils font face à une exigence qui est plus grande de la part de leurs clients, notamment parce que bah, les données sont disponibles et du coup, souvent les clients vont en demander toujours un peu plus à ces producteurs par rapport à ceux qui n'auraient pas ces outils-là. Et surtout, le fait d'utiliser bah, les intranets, par exemple, pour passer des commandes, bah, en fait, on a plein de relations qui se faisaient normalement au téléphone avant, qui ne se font plus, ou alors qui se font beaucoup moins. Donc, on a moins d'appels téléphoniques entre les producteurs et leurs clients. Et finalement, bah, ça détériore un petit peu leurs échanges et leurs relations commerciales. Je vais passer là-dessus pour avoir le temps de finir. On pourra y revenir dans les discussions si vous voulez. Et donc après, le dernier résultat dont je voulais vous parler, c'est celui sur les plateformes de vente en ligne. Donc en fait, ces plateformes, c'est des sites internet qui vont permettre de regrouper les produits de plusieurs agriculteurs, où on va pouvoir du coup après bah, commander, nous, en tant que clients, que consommateurs, et se faire livrer dans des points relais ou chez nous. Les plus connus, par exemple, sont La Ruche qui dit oui, Les Dragues Fermiers, il y a Cagette.net aussi, pour de bon.
Et ce que j'ai pu voir, c'est que ces plateformes, elles sont surtout marquées par leur diversité. Déjà, au niveau des structures juridiques qui les portent, il y en a certaines, ça va être des entreprises, la majorité quand même, mais aussi des associations de consommateurs, de producteurs, des groupements d'intérêt. Et en fait, tout ça, ça se traduit aussi par des niveaux d'implication des agriculteurs, donc dans la gouvernance et dans le choix du fonctionnement de la plateforme qui sont assez différents. Et ensuite aussi, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir qu'il y a des plateformes qui vont opter pour des stratégies où elles vont vraiment essayer de créer du lien entre les producteurs et les clients de la plateforme. Et d'autres vont au contraire un petit peu chercher à éloigner les producteurs et les clients, donc en donnant très peu d'informations, par exemple, sur les producteurs et inversement. Et du coup, essayer de garder un petit peu de pouvoir sur ces producteurs. Pour pas trop déborder, je vais juste vous dire deux, trois petits messages importants en conclusion de ce que montrent pour l'instant les résultats de ma thèse. C'est que déjà, c'est vraiment important quand on s'intéresse à ce genre de sujet de voir qu'il n'y a pas un, mais des numériques selon la manière dont on l'utilise, selon les objectifs qu'il sert. Et du coup, en fait, selon toutes ces différences, on ne va pas avoir les mêmes effets. Et aussi, ce qui est assez important, c'est de voir que il y a quand même beaucoup de producteurs, que ce soit en vente directe ou en vente indirecte, qui utilisent assez peu finalement les outils numériques dans le cadre de leur vente, soit parce que les clients ne le souhaitent pas, n'aiment pas passer par ces outils numériques, c'est notamment le cas en circuit long, soit parce que les intérêts sont là, mais quand même assez limités par rapport au temps et à l'investissement qui est demandé aux producteurs. Ouais. Et juste en limite, de bien redire que même si j'essaye de faire tout un tas de méthodes économétriques sur les mesures quantitatives, il y a quand même une difficulté à mesurer les effets réels de l'usage de ces outils. Parce que idéalement, il aurait fallu prendre un producteur avant et après qu'il utilise un outil pour être sûr que ce qu'on observe, c'est bien lié uniquement à l'adoption de cet outil. Et c'est pas toujours possible sur le terrain. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Roman. Pile poil. N'hésitez pas, du coup, si vous avez des questions, à ouvrir votre micro, à prendre la parole ou même à l'écrire dans le chat si besoin. Euh, je me lance. Allez-y. Donc, bonjour, merci beaucoup. Je serais vraiment très intéressant, ton exposé. J'avais une question sur les résultats, sur les effets à la relation client, sur la vente indirecte. Mm. Euh, Tu dis que ça crée moins de confiance. Enfin, il y a beaucoup d'effets, enfin, tous les effets négatifs là, que tu as énumérés. Mm. Euh, alors moi, ça m'interpelle parce qu'on est en train de porter un projet, enfin d'essayer de créer un projet numérique de vente indirect avec voilà, un collectif. Et c'est eux, ce qu'ils espèrent, c'est que ça crée de la confiance, que ça favorise la négociation, enfin tout l'inverse, quoi. Du coup, est-ce que tu peux en dire un peu plus parce que ça m'interpelle beaucoup. Oui, ça marche. Alors, du coup, moi aussi, c'est des résultats qui m'avaient. Enfin, je me suis un peu demandé ce qui se passait parce que, du coup, je les ai vus de manière quantitative. J'avais pas forcément les explications, même si j'avais rencontré les producteurs pour administrer les questionnaires. C'est vrai que c'était étonnant que ça ressorte comme ça. Et du coup, là, ça s'est un peu éclairci avec mes enquêtes sur le terrain. En fait, ce que j'ai compris, c'est que les producteurs qui m'ont déclaré utiliser ces outils, par exemple de traçabilité, ou très souvent, ça va être des intranets. Donc, typiquement, c'est des producteurs qui vendent à des acteurs de la GMS et qui vont en fait recevoir les commandes à travers un intranet. Et par exemple, il y a notamment Carrefour qui aujourd'hui fonctionne plus que comme ça, pratiquement. Il y a quasiment aucun appel de la part de la centrale d'achat aux producteurs. Et en fait, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que par rapport à leur fonctionnement d'avant, ils avaient l'impression, en passant par ces outils-là, qu'ils n'avaient plus la possibilité de négocier ou alors de mettre un peu en avant, par exemple, la qualité de leurs produits ou même juste d'avoir une interaction en fait humaine. Euh, mais finalement, ce que je vois aussi, c'est que ce que j'ai pu voir avec les enquêtes qualitatives, c'est que ça s'intègre un peu plus dans un tout aussi, une transformation du système de la GMS où avant,
bah, c'était des personnes qui restaient longtemps au même poste, où il y avait le temps de créer une relation, alors qu'aujourd'hui, notamment, on passe beaucoup plus par le numérique, mais aussi les postes changent, les personnes changent, et du coup, en fait, ils ont beaucoup moins ce contact. Et ce qui était aussi étonnant, c'est qu'il y a des producteurs qui étaient avec d'autres acteurs de la GMS qui utilisaient ce genre d'outils, mais qui ne me l'ont même pas déclaré dans le questionnaire, parce que en fait, ils l'utilisent, mais uniquement pour avoir, par exemple, leur facture. Et même si la GMS envoie des commandes par le site intranet, il y a quand même toujours quelqu'un qui appelle le producteur en disant: Ah, bonjour, je t'ai fait une commande sur ça, est-ce que c'est bon pour toi, etc. Et en fait, dans ces moments-là, l'agriculteur, en fait, ils me disent que pour eux, ils n'utilisent même pas le numérique parce que finalement, la relation, elle passe quand même par ce coup de téléphone, quoi. Et du coup, ce que j'en retiens, c'est que globalement, enfin, d'après les producteurs en vente indirecte, et on est sur de la vente indirecte quand même sur du coup, des gros circuits, hein, pas de la vente indirecte en local, etc. Ben, en fait, si elle n'est pas complétée par un maintien de la relation vraiment, même juste téléphonique, finalement, ça crée un peu un sentiment pour les producteurs ouais, de manque de contrôle et d'absence de négociation, quoi. Voilà, je sais pas trop si ça est clair, mais après, on pourra en rediscuter. En plus, je suis en train d'analyser ces résultats-là, donc j'aurai peut-être des nouvelles choses dans les semaines qui arrivent. Ok, merci. J'avais coupé le micro, pardon. Ouais. J'ai une petite question complémentaire un peu, qui était celle que j'ai mis dans le chat là, c'est-à-dire en fait la question de qui pilote la relation, quoi. Et du coup, tu as dit, je pense, en plus, quand on regarde, tu as donné à peu près les chiffres de ton échantillon, ce qui est déjà grand, mais enfin, qui est un peu limite pour Oui. pouvoir faire une évaluation quantitative, comparative. Justement, tu n'as pas le point de départ, en fait, hein, mais qu'est-ce que le numérique change dans la manière de piloter, quoi. Voilà, moi, quelque part, ça confirme mes craintes, c'est que quand on a un rapport asymétrique, le numérique, il n'aide pas forcément. C'est-à-dire qu'on espère un rééquilibrage par la transparence, mais en fait, du moment qu'on a les moyens de ce pilotage, ce rééquilibrage ne se produit pas forcément. Mm, Et donc, voilà, mm. la question de la symétrie de la relation, elle reste fortement posée, quoi. Et voilà, est-ce que tu pourrais un petit peu commenter sur cet aspect-là? Oui, bah, je suis assez d'accord. Et enfin, moi, ce qui m'a aussi beaucoup étonnée dans mes résultats, là, pareil, plutôt qualitatifs, c'est que j'ai pu discuter avec des personnes du groupe de Rougeline, enfin des producteurs qui vendent à travers Rougeline, et notamment quelqu'un qui est très impliqué dans le comité administratif. Et moi, je lui ai dit, mais bah, vous êtes quand même Rougeline, enfin, vous êtes nombreux, vous Mmh, avez beaucoup de volume, vous avez quand même peut-être un rapport de force qui est assez intéressant par rapport à des producteurs qui seraient tout seuls. Et en fait, ils m'ont dit que, au contraire, vu qu'ils utilisent aussi bah, tous ces outils pour transmettre énormément d'informations, enfin, les distributeurs sont encore plus exigeants, enfin, j'en avais parlé un petit peu avec mmh, eux, mmh. qu'avec des producteurs qui n'utiliseraient pas tous ces outils numériques. Et du coup, enfin, oui, là, ça m'a fait un peu. Je me suis dit, bah, c'est marrant, ils sont quand même dans une situation potentiellement un peu de force, enfin, ils pourraient Ouais, l'être. Et finalement, en transmettant encore plus d'informations, là où on s'attendrait à ce que ça crée de la confiance, de la transparence, c'est comme s'ils donnaient un peu le bâton pour se faire battre, quoi. mmh. Et par rapport à d'autres plus producteurs qui vont pas passer à travers ces groupements qui sont très structurés. Donc, enfin, oui, je suis assez d'accord. Et après aussi, ce que j'ai quand même l'impression, c'est qu'il y avait beaucoup de producteurs enfin, qui sont pas dans des circuits qui sont numérisés, qui ont le sentiment, quand ils appellent, qu'ils ont quand même un peu maître de leur vente, même si dans les faits, c'est pas forcément le cas. D'accord, Parce oui. que, Mmh, mais ils ont ce sentiment-là. Alors mmh. que quand c'est simplement la centrale d'achat qui envoie sur un intranet, on veut une tonne de tomates à tel prix pour demain, où ils peuvent juste dire oui ou non, enfin, ils se sentent un Oui, peu d'accord. possédés, même si dans la réalité, peut-être les chiffres ne changent pas, il y a cet effet impression aussi. Oui, oui, c'est intéressant. Oui, oui. Mmh. Ben, merci beaucoup de ta réponse. Est-ce qu'il y a une dernière question?
Non? Oui, Oui, allez-y, Inès. je me demandais en vous écoutant, est-ce qu'il y aurait des points de vigilance que tu aurais identifiés euh, pour justement pouvoir, ou des indicateurs, enfin tu vois, qui permettent de qualifier un petit peu cette relation, ou c'est trop tôt encore, ça fait partie du travail que tu vas Oui, bah, je développer. pense que enfin, je peux te donner deux, trois idées, mais à mon avis, j'en aurai des plus claires et plus précises dans quelques temps. Mais du coup, sur la relation dans les filières longues plutôt, hein, en vente indirecte. Oui, Moi, parce que notre projet, c'est avec les GMS, donc je d'accord. suis vraiment pile poil. Et d'ailleurs, on peut échanger effectivement, hein, je suis Bah vraiment oui, à ta ouais. disposition. Bah, déjà, moi, je Si pense tu, que ça si me tu paraît. arrives à répondre en 2 minutes, Oui, oui, je fais vite. sinon après je pourrais Mais je aussi. dirais que déjà, c'est vraiment d'impliquer les producteurs dès le début pour savoir en fait ce que eux, déjà ce qu'ils se sentent capables de faire, quel type d'outils leur conviendrait par rapport à ce qu'ils font déjà, etc. Quel type d'informations ils pensent que c'est intéressant enfin, de fournir et tout ça. Et après, je pense de vraiment prévoir quand même des points assez réguliers où il y a de l'échange, ne serait-ce que par téléphone, parce que pour l'instant, pour beaucoup d'entre eux, ils sont pas prêts à, même si on fait une numérisation qui est très équitable, etc., je pense qu'ils sont pas prêts à ne plus avoir cet échange téléphonique, quoi. Donc au moins pour les rassurer dans un premier temps et être sûr que ça va dans le bon sens pour eux, de prévoir des points réguliers où ils peuvent échanger avec tout le monde de vive voix, quoi. Mais je pense que je pourrais revenir plus en détail dans quelques semaines là-dessus. Voilà. Merci beaucoup, Roman. Bon, n'hésitez pas à poursuivre les échanges ultérieurement et à continuer à échanger après le petit tag. Du coup, pour respecter le temps, on va du coup passer à la présentation maintenant de Adrien Coty. Si du coup on peut switcher le partage d'écran. Merci beaucoup, Roman, pour la présentation. Adrien, je ne sais pas si tu es Ouais, prêt. Super. ouais, Génial. je lance le truc. Merci beaucoup. Alors, C'est il à n'y a pas toi. de problème. Vous voyez bien là, c'est bon? Ouais, c'est parfait. Ok. Alors du coup, donc je me présente, je m'appelle Adrien Cotil, je suis en troisième année de thèse. Enfin, je vais rentrer en troisième année de thèse. Et du coup, je suis sous la direction de Bertrand Chloé et de Jean-Baptiste Ménassol. Et voilà, donc mon sujet à la base, ça traitait justement des algorithmes pour la détection précoce de pathologies. Bon, ça a pas mal évolué et maintenant le titre n'est pas encore décidé, mais je pense que modélisation mathématique du déplacement d'animaux en conditions d'élevage et inférence de graphes d'interaction, ça semble être un titre qui est plus propice à ce que je fais. Euh, pour parler un peu des objectifs de la thèse, l'idée, c'est qu'on a des données de déplacement et on va vouloir avoir des informations sur la manière dont les animaux se comportent socialement. Donc c'est une question qui est particulièrement importante et aussi oui, qui est très active dans le milieu de la recherche, notamment parce que il y a beaucoup d'applications et comprendre comment les animaux interagissent socialement, c'est aussi comprendre quand les animaux n'interagissent plus normalement avec les autres, et donc du coup faire potentiellement la détection précoce. Donc le sujet n'a pas changé. Maintenant, comment dire, donc le premier objectif, c'est donc d'une part comprendre l'impact des relations sociales entre les individus sur leur déplacement en conditions d'élevage, et d'autre part, à partir de cette compréhension, de concevoir un algorithme de détection précoce de pathologies chez les animaux d'élevage. Pour ce faire, je dispose de deux jeux de données, enfin trois jeux de données pour être précis, un mené au domaine de Marsena sur des vaches conduites en bâtiment et deux autres sur des brebis, donc conduites en plein air au domaine du maire. Donc dans cet exposé, on va déjà parler donc comment on modélise concrètement le déplacement des animaux, comment c'est fait dans la littérature et aussi les discussions, on va dire, empiriques de ce modèle. Et ensuite, on va voir comment on peut exploiter cette modélisation pour avoir des informations sur le comportement des animaux. Donc, on va faire un peu de maths, mais bon, je vais tout vous expliquer, pas de problème. Donc, la première étape, c'est donc du coup d'essayer de comprendre comment on va modéliser le déplacement. Donc, on va s'intéresser à deux grandeurs, la position et la vitesse de chaque animal. Donc, la position, on va la noter x. Donc, xi,
de t, c'est juste la position de l'individu i à l'instant t. Donc x, i, t plus h, c'est la position de l'individu i un tout petit peu après t, donc après, enfin, h secondes après t. Et on va dire du coup que juste la position, ça, la première équation qu'on voit, c'est la position à l'instant t plus h, c'est la position à l'instant t plus le petit facteur de temps fois la vitesse. Logique. Le deuxième, et c'est là, enfin, du coup, là, on a l'évolution de la position. Maintenant, l'évolution de la vitesse, c'est là où on va vraiment entrer dans le modèle. On va dire en fait que la vitesse à l'instant t plus h, c'est donc la vitesse à l'instant t plus une composante environnementale. Donc la composante environnementale, ça va décrire comment l'animal va interagir avec son milieu. Typiquement, l'animal a soif, il y a un endroit où il y a de l'eau. Bah, du coup, l'endroit où il y a de l'eau, il va devenir beaucoup plus attractif pour l'animal. Et ça, du coup, on va le représenter dans dans cette expression. Et juste le triangle à l'envers, le nabla, ça représente l'endroit vers où l'animal a envie d'aller. Mais en plus de la composante environnementale, il y a aussi des composantes sociales. Donc, composante sociale, ça veut dire que les animaux ils vont interagir entre eux. Et on va dire en fait que chaque animal J exerce une force sociale, on peut dire, sur un animal I, et que du coup, l'ensemble des forces sociales, c'est donc du coup la somme de toutes les forces de tous les autres animaux sur un individu donné. Voilà. C'est la somme sur J des F de J vers I. À l'instant T, bien sûr, ça dépend toujours du temps. Et enfin, parce qu'on ne peut pas tout modéliser, on va aussi intégrer une composante aléatoire. Donc là, voilà, c'est juste une composante aléatoire. Basiquement, c'est des lois normales. Voilà, on peut faire plein d'hypothèses là-dessus, mais bon, c'est important de noter que dans beaucoup de modèles, on a besoin d'avoir une composante aléatoire. Donc nous, on va oublier la composante environnementale, on va oublier la composante aléatoire, et on va se concentrer sur la composante sociale. Donc, comment on va modéliser cette composante sociale? En fait, on va dire que cette composante sociale est la somme de 3 interactions différentes. La première, c'est une attraction à longue distance. Donc, on va imaginer que si les animaux sont trop loin les uns des autres, ils vont vouloir se rapprocher. On va avoir une répulsion à courte distance. Donc, ça veut dire que quand les animaux sont proches les uns des autres, ils vont vouloir s'éloigner. Et on va avoir une force d'alignement. En fait, ça veut juste dire que quand des animaux se déplacent dans des sens différents, ils vont vouloir s'aligner les uns sur les autres. Et ça, en fait, l'ensemble de ces 3 interactions, ça s'appelle les First Principles of Swarming. Et c'est le modèle le plus utilisé dans la littérature pour décrire les comportements collectifs. Et c'est pas simplement utilisé dans le cadre on va dire des systèmes biologiques, hein. C'est aussi très utilisé en ingénierie, notamment pour faire voler des nuées de drones entre elles. Donc, si on fait une petite simulation de ces First Principles of Swarming, on peut obtenir ce genre de choses. Donc là, il n'y a pas de composante aléatoire, hein, c'est purement déterministe. Donc, les individus, ils partent au niveau des points verts, et on voit qu'au fur et à mesure, ils s'alignent et ils se concentrent en un point. Et si on zoome sur ce point-là, on obtient cette configuration, donc une configuration qui est bien particulière et qui va vraiment dépendre en fait de la forme qu'on donne à cette attraction et cette répulsion. Évidemment, enfin, ce que je veux dire, c'est que quand les individus sont alignés, il n'y a plus de force d'alignement. Voilà. Et donc, du coup, la forme à la fin, ça dépend uniquement de l'attraction-répulsion. Donc ça, c'est un modèle qui est très joli. Enfin, ça donne des simulations qui sont très jolies, mais c'est pas très réaliste. Donc, quand on ajoute une composante aléatoire, on obtient ça. Et déjà, ça ressemble un peu plus à ce qu'on peut observer dans la nature. Donc, la validité, on va dire, expérimentale de ce modèle, elle a été discutée très dernièrement, donc dans un papier qui a été accepté en 2022, où en fait, dans ce papier-là, il montre que pour des petits troupeaux de moutons, donc petit, ça veut dire inférieur à 4 individus, en conditions d'élevage, le modèle le plus réaliste, c'est une structure hiérarchique spontanée. Ça veut dire que les individus, ils vont suivre que certains autres individus. Voilà, ça va pas être ils vont pas tous se suivre les uns les autres. Par contre, va y avoir en fait des leaders qui vont se dessiner, mais ces leaders, ils sont pas intrinsèques à la population. Ils vont être décidés de manière spontanée parce qu'il y a un individu qui aura pris une direction et les autres vont se mettre à le suivre. Et le deuxième résultat qu'ils ont, c'est que en fait, finalement, dans le cadre des petits troupeaux, donc à faible densité, il n'y a pas d'alignement. C'est simplement de l'attraction et de la répulsion.
Ce qui ne veut pas dire que quand on travaille sur des troupeaux à plus forte densité, il n'y ait pas d'alignement. Et d'ailleurs, en discutant avec mes directeurs de thèse, il s'avère que en fait, la force d'alignement, ça semble être quelque chose de nécessaire pour modéliser des comportements à haute densité. Donc, comment on modélise justement plus, on va dire plus finement cette attraction-répulsion et comment on prend en compte cette notion de leadership? Donc, il s'avère en fait que alignement et attraction-répulsion, c'est quasiment la même chose. Et il y a un modèle qui modélise bien ce truc-là, enfin ce phénomène-là, qui s'appelle le modèle de Kuckersmale, donc un modèle qui est très largement étudié, qui lui parle d'alignement, mais on va voir en fait que pour lui faire parler d'attraction-répulsion, il n'y a quasiment rien à changer. Donc, comment ce modèle il s'écrit? Il dit la chose suivante. Il dit que la force d'alignement, elle se décompose en 3 paramètres. Le premier, le bleu, c'est la différence des vitesses. Donc, pourquoi ce paramètre-là il est important? C'est que c'est lui qui va donner la direction de la force. Et il va dire, en fait c'est le terme en bleu en fait, qui va vraiment qui va vraiment dire qu'on parle d'alignement. Nous avons un terme en vert qui en fait est une fonction de la distance entre les individus. Et ce terme en vert, il va juste dire que plus les individus sont loin, moins ils vont se prendre en compte. Et c'est quelque chose de logique. Si jamais on prend 2 individus qui sont séparés de plusieurs kilomètres, il n'y a aucune raison pour qu'ils s'alignent les uns sur les autres ou qu'ils s'attirent. Bon. Et ensuite, on a un paramètre intrinsèque, donc le AIJ, qui pour l'instant ne dépend pas du temps, mais on pourra le faire dépendre du temps pour justement rendre compte du caractère spontané, en fait, qui va caractériser comment de manière intrinsèque, l'individu I s'aligne sur l'individu J. Et ça, si on le fait dépendre du temps, c'est ça qui va rendre compte du caractère leadership spontané. Alors pourquoi en fait ce modèle-là, on peut très facilement lui faire parler d'attraction-répulsion? Bah, c'est juste qu'au lieu de le terme en bleu, au lieu d'écrire VJ moins VI, on note XJ moins XI, et d'un coup, on parle d'attraction-répulsion. Donc le principal travail pour l'instant que j'ai mené dans ma thèse, c'est apporter des contributions théoriques sur le comportement de ce modèle. Globalement, moi, ce que je me suis demandé, c'est si on simule ce modèle, est-ce qu'on peut espérer avoir des comportements logiques? Enfin, des comportements naturels, on va dire. Et la réponse est oui, et j'ai donné des conditions pour justement observer ce comportement. Et voilà, donc du coup, ça a donné lieu à un premier papier. Et je suis en train de rédiger un autre papier sur la généralisation de ce modèle, enfin sur une généralisation de ce modèle. Donc maintenant, une fois qu'on a compris un peu comment on modélisait le déplacement des animaux, on va comprendre comment on se sert de ce modèle-là pour avoir des informations sur comment les animaux interagissent concrètement entre eux. Donc si on réécrit ce modèle-là, voilà, donc on réécrit exactement le modèle, on oublie l'attraction-répulsion, parce que pour l'instant, je me suis concentré sur l'alignement, parce que moi, ce que je souhaiterais faire, c'est de la haute densité. Et on rajoute un bruit. Et la question qu'on se pose, c'est si jamais on observe des trajectoires de ce modèle, est-ce qu'on est capable de retrouver la matrice A? Et retrouver la matrice A, c'est ça qui nous permettra d'avoir des informations sociales. C'est ça qui nous permettra, par exemple, de trouver qui est le leader. C'est ça qui nous permettra, par exemple, de trouver qui est le dominant. Et, ou alors, enfin, qui sont les explorateurs. Parce que, justement, en fait, le rôle social d'un individu, ça va se caractériser dans le déplacement. Enfin, je reprends, excusez-moi. En gros, A, juste, c'est ça qui caractérise la structure sociale. Voilà. Donc, le problème de ce modèle, il a 3 lacunes théoriques. La première, c'est qu'il n'est pas identifiable, au sens où si jamais j'imagine qu'il y a 3 animaux, A, B et C, que A s'aligne sur B ou est attiré par B, que B est attiré par C, bah, c'est très compliqué de savoir si A est attiré par C directement ou s'il est attiré par C par l'intermédiaire de B. Le deuxième problème, c'est que bah, pour l'instant, tel qu'on a écrit le modèle, on peut observer un alignement des individus et comme je vous ai dit, une fois que les individus sont alignés, on peut plus, enfin il y a plus de force d'alignement et donc du coup, c'est pas possible de retrouver le paramètre A. Le troisième problème, c'est une surparamétrisation, parce que bah, comme je vous ai dit au début, moi je m'intéresse à des troupeaux qui sont potentiellement de 150 individus, donc avoir 150 fois 150 paramètres, c'est beaucoup trop et c'est incompréhensible. Donc
Pour gérer la surparamétrisation, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coupler ce modèle à un autre modèle qu'on appelle le Stochastic Block Model, qui est un algorithme, enfin, qui est un modèle qui permet, en fait, à partir d'un graphe, parce que la matrice A, là, il faut le voir vraiment comme un graphe d'interaction. Et en fait, le Stochastic Block Model, lui, ce qu'il va permettre, c'est si j'observe un graphe avec des individus qui forment des communautés, est-ce que je peux retrouver ces communautés? Plus concrètement, pour donc simuler un Stochastic Block Model, on va avoir besoin de plusieurs ingrédients. Le premier, c'est un nombre de nœuds. On va avoir besoin d'un nombre de nœuds. On va avoir besoin d'un nombre de groupes dans ces nœuds. On va avoir besoin d'une probabilité d'appartenance à ces groupes. Et on va avoir la probabilité, on va avoir besoin d'avoir des probabilités d'observer des arcs entre deux nœuds de groupes donnés. Donc par exemple, si on prend ce jeu de paramètres, donc par exemple là, il y a 3 communautés, les rouges, les bleus, les verts, ou les dominants, les explorateurs et les leaders, par exemple. Et qu'on imagine en fait que la probabilité que deux bleus se regardent ou se prennent en compte, c'est 0,9. Et la probabilité que un rouge s'aligne sur un bleu ou qu'un bleu s'aligne sur un vert, c'est 0,1. Et qu'on simule ça, bah, on peut obtenir ce type de graphe. Et donc, du coup, comme je vous ai dit au début, la question du Stochastic Block Model, c'est si on oublie les paramètres et que juste je donne le graphe, est-ce que c'est possible de retrouver les paramètres? Et la réponse est oui, il y a une grosse littérature là-dessus, mais il n'y a jamais eu de couplage entre des modèles dynamiques tels le modèle de Kuckersmail et le modèle de Stochastic Block Model. Et justement, c'est ce que je suis en train d'essayer de développer en ce moment. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Adrien. C'est super comme voir des brebis par-dessus des formules, ça les rend beaucoup plus compréhensibles. Bon, bah, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à les poser. Je ne sais pas s'il y en a, je pense qu'il n'y en a pas dans le chat particulièrement. Sébastien, j'en ai une petite en réserve. Si besoin. Ouais. Bonjour, oui, merci beaucoup pour cet exposé qui est très intéressant. Moi, je me suis beaucoup intéressé au flocking à un moment donné. Et donc, je vois très bien effectivement comment on peut caractériser la structure sociale d'un groupe d'animaux et éventuellement des perturbations de cette structure sociale. Par contre, est-ce que vous pourriez donner quelques éléments sur la façon de relier ça à des troubles de santé? Parce que, enfin, a priori, les troubles de santé peuvent donner des signes qui sont enfin, en tout cas, plus exactement, les perturbations de la structure sociale sont sans doute, à mon avis, peu spécifiques par rapport aux troubles de santé. Donc, j'aimerais bien savoir comment vous envisagez en fait de faire le lien. D'accord. Ce que vous dites, c'est que, a priori, les troubles de santé vont pas engendrer de perturbations dans la structure sociale. Bah, je suppose qu'ils peuvent en introduire, notamment, en tout cas, induire aussi des changements dans les déplacements. Ok. Par contre, j'imagine que des variations observées dans les déplacements ou dans la structure sociale sont assez peu spécifiques, c'est-à-dire que ça peut venir Ah oui. d'une cause. Ok. Je prends un exemple très simple, hein. Moi, là, en ce moment, je travaille sur des modèles de maladies respiratoires chez les jeunes bovins de boucherie. Donc, c'est des petits lots d'animaux à l'engraissement. Et donc, un des signes de maladie respiratoire, c'est l'hyperthermie. Mais l'hyperthermie, c'est très peu spécifique parce que ça peut venir d'un problème infectieux, mais ça peut venir simplement du fait qu'il y a un stress thermique ou qu'il y a des animaux qui se bagarrent. Ok. Ok. En fait, en gros, l'idée de cet algorithme, donc du coup, qui ferait de la détection précoce de pathologie, en fait, cet algorithme, il serait pas force de diagnostic, au sens où il va pas dire, ah bah voilà, tel animal, il a tel pattern de déplacement, donc j'en déduis que ça doit être sans doute une boiterie, par exemple. Par contre, c'est une aide à la décision. C'est-à-dire que quand, par exemple, un vétérinaire enfin, doit contrôler un troupeau, a priori, il n'a pas trop d'indications sur qui est malade et qui ne l'est pas. Et du coup, ce que ferait l'algorithme, c'est de dire, bah voilà, il y a certains animaux qui ne répondent pas au pattern que j'ai compris en analysant des données. Alors, je ferai un tout petit détail après sur ce truc-là. Et donc, du coup, bah, potentiellement, il faudrait le regarder. Et, et donc, du coup, c'est vrai que détection précoce de pathologie, a priori, ça pourrait être. On détecte pas forcément des pathologies, on détecte des perturbations dans le déplacement. Maintenant, en fait,
si on est capable de dire que ces perturbations, ils viennent de tel animal, enfin on arrive à cibler les animaux, à ce moment-là, ça devient une aide pour le diagnostic. D'accord, ok. Très bien, très bien. Merci. Pas de problème. Et juste du coup, oui, j'avais dit que je reviendrais sur quelque chose, justement en termes de jeu de données. Comme c'est un algorithme en fait qui va apprendre des paramètres, il faudra bien l'entraîner sur un troupeau donné. C'est-à-dire que si on l'entraîne sur un troupeau et qu'on change de troupeau ou même qu'on change que ce troupeau il évolue plus selon les mêmes conditions. Typiquement, par exemple, si un troupeau en hiver il évolue dans un bâtiment et en été il évolue en plein air, bah, dans ces cas-là, les paramètres vont plus être les mêmes. Il faudra, enfin, voilà, ça va être relativement ciblé, quoi. Voilà. Je crois qu'il y a une question, Evelyne Luton. Oui, bonjour. Merci pour cet exposé. Alors, il est très dense et du coup, j'ai peut-être raté un truc. Donc, du coup, je vais peut-être poser une question naïve. Euh, L'algo d'apprentissage de ce modèle-là, il repose Mhm. sur quoi? C'est J'ai pas réussi à comprendre, d'après l'exposé, comment vous faites. ah, je l'ai pas dit. J'ai pas dit. Ah ben voilà, ça explique des choses. D'accord. C'est Alors, une très bonne dites-moi. question. En fait, alors, ce qui se passe en technique, c'est on fait un maximum de vraisemblance. C'est juste, voilà. En fait, le truc, c'est que comme on a introduit de l'aléatoire, ça, c'est la partie orange, là, sur le diapo que je suis en train de montrer. En fait, on va dire qu'il y a une trajectoire qui est plus probable que les autres. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'en observant les données, on va calculer, et ça se calcule de manière explicite, le paramètre A qui fait qu'on a le plus de probabilité d'avoir observé ce qu'on a observé. Donc ça, le maximum de vraisemblance, c'est un paradigme statistique qui est extrêmement employé. C'est un des premiers qu'on a fait. Et en fait, c'est un paramètre, enfin, c'est un paradigme qui est très utile parce que ça permet de faire vraiment le lien entre un modèle et des données. Voilà. Alors que par Oui. exemple, si on fait. Oui, excuse-moi. Alors, est-ce que vous pouvez assurer qu'il n'y a qu'une seule solution pour ce modèle assez complexe? C'est justement le problème d'identifiabilité qui est là. C'est-à-dire que il y a pas. En théorie, il y a qu'une seule solution. Maintenant, pour que Oui, mais, l'algorithme converge vers cette oui, solution, oui, oui, c'est allez. comment? Je dis allez-y, allez-y. Oui, oui. En fait, en théorie, il n'y a qu'une seule solution. Mais pour que cet algorithme converge vers cette solution, pour l'instant, il faut qu'il y ait un bruit qui soit suffisamment fort pour que en fait, le paramètre A continue à se ressentir. Parce que enfin, c'est toujours le même problème. À cause du flocking, enfin, à cause du fait que les animaux s'alignent, bah, le paramètre A, il devient de moins en moins perceptible. Donc, si on n'a pas un bruit qui est suffisamment fort pour sortir de l'équilibre, en fait, on est incapable de le détecter. Et comment dire et voilà. Et donc, du coup, le problème, c'est vraiment, enfin, le problème qu'on a, c'est vraiment un problème de convergence. Et en fait, concrètement, maintenant, donc, après avoir parlé de maximum de vraisemblance, je voudrais juste dire que, en fait, ce qui se passe, enfin, ce qu'on fait concrètement, c'est des régressions linéaires. Voilà. En fait, ce qu'on a, l'idée de maximiser la vraisemblance, que ça nous amène naturellement à faire derrière, c'est des régressions linéaires. Et régression linéaire, qui est quelque chose d'extrêmement extrêmement stable, robuste, et voilà, Et qui a aussi qu'une seule solution. Ouais. c'est ça. Euh, Vous n'avez pas envisagé d'utiliser d'autres méthodes d'optimisation un peu plus robustes et qui pourraient justement gérer enfin, permettre de passer outre ce problème d'identifiabilité? Si, si, j'ai essayé des descentes de gradient, j'ai essayé Qu'est-ce que j'ai essayé d'autre? J'ai essayé aussi des variantes des régressions linéaires qui ont donné des très bons résultats, notamment les non-negative least square, qui en gros, au lieu de chercher le paramètre A dans tout l'ensemble des matrices réelles, on le cherche dans l'ensemble des matrices réelles positives, puisque c'est ce qu'on veut. Et ça améliore beaucoup la robustesse. Et d'ailleurs, en fait, en utilisant la non-negative least square, avant, j'arrivais pas à apprendre ce paramètre A à partir de simulation, ce qui était un vrai problème. Et maintenant, à partir de simulation, je suis capable d'apprendre, même pour des. Enfin, je suis capable d'apprendre la matrice A, enfin, de retrouver la matrice A, même pour des. Comment dire, pour un grand nombre d'individus.
D'accord. Et quand justement la taille des swarms est trop petite, qu'est-ce qui se passe Des quand vous swarms, avez c'est-à-dire? quand vous avez un trop petit troupeau, qu'est-ce qui se passe? Alors, trop gros, le problème arrive quand il y a des trop gros troupeaux. Euh, Ah d'accord, ok. les petits troupeaux, il n'y a pas de problème. Les gros troupeaux, en fait, Oui, déjà, mais un, ça. le problème, c'est qu'un gros troupeau, vous devez avoir une quantité de données d'apprentissage qui doit être proportionnée, je suppose. Et Ouais, expérimentalement, c'est peut-être dur à obtenir, c'est ça le problème ou pas? ah, en fait, le gros problème du grand nombre de troupeaux, en fait, ça devient que, en fait, c'est là où on a vraiment le problème de, ah oui, mais d'un coup, s'il y a A qui est attiré par B et B qui est attiré par C, est-ce que je suis capable de dire que A est attiré par C directement ou est-ce que, en fait, ça passe par l'interaction intermédiaire par B, en fait? Et ça, en fait, l'ordinateur, il est capable de enfin, l'ordinateur, il est capable de trancher pour des petits troupeaux. Maintenant, pour les gros troupeaux, en fait, comme ce nombre d'interactions se multiplie, en fait, c'est là où il y a des problèmes de convergence. Et, euh, et oui, et en fait, enfin, Ouais. typiquement, Alors, ouais, il se peut qu'il y ait aussi des problèmes de convergence parce que dans ce cas-là, dans votre problème, il y a plusieurs solutions. Il y a plusieurs ouais, acteurs. ouais, c'est possible. En fait, la partie statistique, on va dire, ça a représenté pour l'instant à peu près 15% de ma thèse. Ça va surtout être quelque chose que je vais développer en troisième année. Et voilà. Mais du coup, j'ai déjà des bases et j'ai des pistes de réflexion. Et effectivement, prouver l'identifiabilité du modèle, c'est-à-dire prouver qu'il y a bien une seule solution vers laquelle ça converge, ça va être quelque chose que je vais traiter. Mais par contre, ça peut être Récemment. intéressant si vous arrivez à adresser le problème en disant je vais apprendre les différentes solutions, donc les différents états stables de mon, de mon problème d'optimisation. Et du coup, ça peut vous donner des indications aussi sur comment dire, l'état éventuellement du modèle ou du fait qu'il représente un comportement pathologique ou un comportement sain, par exemple. Oui, ouais, c'est vrai. Il ne C'est faut vrai. pas forcément essayer de se focaliser sur le fait que vous voulez un modèle avec une seule solution. Peut-être que le fait qu'il y ait plusieurs solutions peut vous donner des informations supplémentaires. Ouais. Alors après, je suis, Bon, je suis pas au courant comment dire, des techniques qui permettent en fait d'apprendre les différentes solutions d'un modèle. Enfin, pour moi, en fait, alors, il y a pas mal d'optimisation stochastique, dont des trucs style algogénétique, mais pas que. Il y a plein de gens à l'INRA qui savent faire ce genre de choses. Donc, Ok. si ça vous intéresse, voilà. Ah ben, Mais je vais m'arrêter avec grand parce plaisir. il y a une deuxième personne qui veut poser une question, donc je laisse la parole. Merci beaucoup pour cet exposé. Merci beaucoup. Merci. Alors moi, ça sera moins dans les maths, hein, je promets. C'est c'est pas mon truc. Merci déjà pour cette présentation intéressante. Moi, ça me soulève déjà plusieurs questions. Alors peut-être que ça n'a pas été dit ou je l'ai pas entendu, mais j'ai compris que ça se basait sur deux troupeaux, 50 brebis, 150 vaches, si j'ai bonne mémoire. Ces éléments de déplacement ont été acquis sur ces animaux-là, ou là, c'est juste de la théorie en se disant, si j'ai un troupeau de 50 et 150, ce que ça donne? C'est ma première question. Et la deuxième viendra après. Ok. Alors en fait, enfin, on va dire, c'est purement théorique. C'est-à-dire qu'on envisage tous les cas possibles de comment des animaux peuvent interagir entre eux. Et après, justement, bah, enfin, pendant longtemps, on n'a pas eu vraiment de validation, on va dire, expérimentale de est-ce que ces règles de déplacement étaient bonnes. La première validation expérimentale qu'on a eue, c'est le papier de Nature en 2022. Enfin, en tout cas, moi, c'est la première que j'ai vue. D'accord. Celui sur des troupeaux de 4 animaux. C'est ça, exactement. Donc on est quand même loin et ça rejoint après la question de l'entraînement et de la durée de l'entraînement du modèle. C'est ça. Et les éléments, on va dire, mouvants, c'est-à-dire dans un troupeau où des animaux rentrent, sortent, des environnements changeants du fait de la disponibilité de l'herbe et tout ça. Comment on imagine que ce modèle arrive réellement à se stabiliser euh, et pouvoir finalement fournir de l'information sur la santé ou le bien-être des animaux, sachant qu'il y a énormément de paramètres extérieurs qui peuvent interagir par rapport à justement cette hiérarchie sociale qui évolue aussi dans le temps. Alors, en fait, comment dire?
Euh, non, c'est une très bonne question. En gros, le modèle là, tel qu'il est présenté, il n'est pas suffisant pour se confronter à des données réelles. Parce que, comme je vous ai dit, il y a le paramètre environnemental à prendre en compte. Enfin, il y a surtout le paramètre environnemental à prendre en compte, à savoir où les animaux ont envie d'aller, etc. Maintenant, il y a quand même un élément de réponse que je peux donner par rapport à ça, c'est que on observe, du coup, toujours en suivant les conclusions de Nature, on va s'appuyer sur, sur les articles. On a en général des, comment dire, des phénomènes de leadership. C'est-à-dire qu'il y a un individu qui, lui, va vouloir aller quelque part et les autres vont le suivre. Et d'ailleurs, quand on fait du comportement animal, on remarque aussi que, bah, effectivement, il y a des rôles sociaux où, genre, par exemple, typiquement, les leaders sont des individus qui vont en moyenne être plus suivis que les autres. Et eux, ils vont avoir par exemple la connaissance du terrain, etc. Je pense par exemple à une brebis qui s'appelait Clochette dans l'élevage de. Je crois que c'était au domaine de Lafarge, etc. Ou qui était une vieille brebis et tout le monde. Enfin, elle était beaucoup plus suivie en moyenne et c'est elle qui guidait un peu le troupeau. Et donc, du coup, en fait, ce modèle-là, il est assez réaliste si on essaye juste de trouver le leader et d'apprendre la matrice A sur les autres. Maintenant, si on a aussi envie de comprendre comment le leader fonctionne, là, il faut prendre les paramètres environnementaux. Et est-ce que vous pouvez me rappeler la deuxième partie de votre question? Je suis désolé. C'est par rapport à ça, c'est-à-dire en fait, on est dans des environnements qui sont changeants. Ouais, Il faut c'est qu'il ça. soit votre leader, un jour, il va sortir du troupeau. C'est ça. Alors, ça, en fait, il y a des algorithmes qui existent, qui s'appellent, enfin, c'est ce qu'on appelle la détection de rupture. À savoir, la détection de rupture, en fait, c'est un paradigme statistique où, en fait, on va s'intéresser au problème suivant. On a un phénomène qui se passe d'une certaine manière, toujours la même chose, et d'un coup, les règles qui régissent ce phénomène vont changer. Question, est-ce que je suis capable de trouver l'instant à laquelle ça change? Et est-ce que je suis capable, du coup, d'apprendre comment le phénomène se comportait avant et comment il se comporte après ce changement-là? Ça, c'est un paradigme qui fit exactement avec ce qu'on a envie de faire, à savoir, bah, les individus se déplacent d'une certaine manière. D'un coup, il y a un trouble, par exemple, je sais pas moi, un orage ou un individu devient malade, et les règles changent, les individus se déplacent plus de la même manière, et l'algorithme est capable de détecter en fait ce changement-là. Alors tout ça, c'est très hypothétique, hein, parce que c'est pas du tout quelque chose que j'ai encore exploré. Je sais que ça existe, je sais que c'est quelque chose qu'il faut que je fasse. Mais voilà. En tout cas, il y a toute une littérature statistique sur ce sujet-là et c'est des choses qui existent. C'est prometteur. Merci. Merci. Bon, on est à 18h18. Je crois qu'il y a Sylvain Gallo. Si vous avez une question assez rapide, il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre la parole. Oui, c'est rapide, merci. Merci pour votre présentation, vraiment extrêmement intéressante. Juste une petite précision, vous avez précisé au début qu'on s'intéressait à la composante sociale, donc on écartait la composante environnementale. Mhm. Est-ce que le modèle peut fonctionner de la même manière si on a une composante environnementale très contrainte? Je pense par exemple à des environnements un peu fermés où les animaux n'ont pas forcément une liberté de déplacement aussi importante qu'on peut l'imaginer, parce que là finalement, dans le modèle tel qu'il est construit, tel que vous le faites tourner, on a le sentiment qu'il n'y a pas du tout de limite, pas du tout de contraintes sur la composante environnementale. Est-ce que le Mhm. dispositif marche de la même manière? Est-ce que le modèle peut fonctionner de la même manière avec un environnement plus contraint? Euh, alors, justement, en fait, c'est un peu le gros problème de ce modèle-là. C'est que, en fait, c'est un modèle qui va surtout marcher pour des environnements en plein air. Quand on travaille sur des environnements, on va dire, ouais, typiquement de la conduite en bâtiment, où là, il y a vraiment des couloirs, des endroits où les vaches dorment, où les brebis dorment, des endroits où ils sont traits pour les vaches, des endroits où ils mangent, etc. Là, en fait, il y a pas d'alignement, il n'y a pas d'attraction-répulsion. Donc, c'est très compliqué d'avoir des informations là-dessus. Et même d'ailleurs, ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas d'organisation globale quand on est dans des environnements extrêmement contraints, justement parce que bah, les animaux ne font pas ce qu'ils veulent. Et par contre, avec les discussions que j'ai pu avoir avec Jean-Baptiste, apparemment, ce qui se passe, c'est que il y a des interactions qui sont du coup beaucoup plus locales. À savoir que bah, les vaches elles vont se suivre très localement et il y a
plein de petits groupes un peu indépendants qui se forment de manière spontanée et voilà, qui se déforment, qui se reforment, etc. Donc, c'est des conditions expérimentales qui sont beaucoup plus difficiles à traiter, qui ne se traitent pas du tout avec les mêmes modèles. J'ai des idées, mais du coup, c'est pas du tout voilà, c'est pas du tout le même modèle pour des environnements extrêmement contraints. Très bien, merci beaucoup. Pas de quoi. Merci. Merci à tous. Merci Roman, merci Adrien. Et puis, on peut clôturer ce petit tag et je vous dis à bientôt dans 2 mois. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci Ouais, pour merci votre participation. À bientôt. Bonne Au revoir. soirée. C'était super, au revoir.